Les coups martelaient à ma porte comme un bélier. Chaque impact secouant le cadre jusqu'à ce que la serrure cède, puis la porte s'ouvrit violemment, claquant contre le mur. Dans la lueur de la lumière du couloir se tenait Richard Kane, mon beau-père. Le visage rougi par l'alcool et la fureur, il tituba en avant, criant entre ses dents serrées. « Tu as trahi cette famille, Emily. Ce soir, tu apprendras ce que coûte la loyauté. » Avant que je puisse réagir, son poids s'abattit sur moi, me projetant contre la bibliothèque. La douleur explosa dans mon épaule avec un craquement écœurant. Mon corps se plia, mes côtes hurlant tandis qu'il frappait à nouveau. Derrière lui, dans la pénombre, se tenait ma mère, Margaret. Ses mains agrippaient son visage, son corps tremblait, les yeux écarquillés de terreur, mais elle ne bougea pas vers moi. Elle ne dit rien, elle resta simplement là, silencieuse, à regarder tandis que mon corps s'effondrait au sol. Ce silence me transperça plus profondément que ses poings. Je m'appelle le capitaine Emily Carter. J'ai 32 ans. Je suis médecin de combat de l'armée américaine stationné à Fort Bragg. J'ai traîné des soldats blessés hors de véhicules en feu sous les tirs ennemis, remis des os en place sur le sol d'hôpitaux de campagne et recousu des peaux déchirées dans les tempêtes de sable d'Afghanistan. J'ai vu des hommes se vider de leur sang en quelques minutes. Mais rien dans la guerre ne m'avait préparé à la guerre qui franchit ma propre porte cette nuit-là. La main de Richard s'en mêla dans mes cheveux, me tirant vers le haut, ses jointures s'écrasant sur ma pommette, jusqu'à ce que des étoiles explosent dans ma vision. Mon épaule pendait. Inutile! La douleur hurlant à chaque respiration. J'essayais de le repousser, mais sa taille me surpassait. L'air s'emplit de la puanteur du whisky et de l'écho de sa voix, basse et venimeuse. « Tu ne m'échapperas jamais? Petite. La famille, c'est pour toujours. » Les sanglots de ma mère percèrent, étouffés derrière ses mains, pendant une seconde fugitive. Nos regards se croisèrent. Je suppliai en silence. « S'il te plaît, aide-moi. » Mais elle resta figée, son silence plus assourdissant que n'importe quel cri. Je pensais aux nuits où nous chantions ensemble quand j'étais enfant, sa voix me berçant jusqu'au sommeil. Cette voix avait disparu maintenant, piégée dans la peur. Du sang coula dans ma bouche. Mes genoux fléchirent, mais à travers le brouillard, je vis la radio vert olive sur mon bureau, celle que j'avais rapportée de la base après des quarts tardifs. Rampant sur le côté, je me jetai en avant, chaque côte protestant. Le pied de Richard s'abattit sur mon dos, mais mes doigts trouvèrent l'interrupteur. 3 pressions rapides, le signal d'urgence. Quelque part, à des kilomètres de là, la police militaire verrait mes coordonnées s'allumer. Richard ne remarqua rien. Sa rage le consumait. Il me souleva à nouveau et me plaqua contre le mur, promettant que je regretterais d'avoir jamais quitté sa maison. Ces règles, ma vision se rétrécit, un tunnel de lumière et de son s'estompant rapidement. Pourtant, sous le rugissement de la voix de mon beau-père, je crus l'entendre. Le faible crépitement d'une réponse sur la radio, un espoir fin comme un fil pulsa dans ce son. Et à cet instant, même tandis que la douleur m'engloutissait, je sus que cette nuit ne se terminerait pas dans le silence. Elle se terminerait par la vérité qui percerait. Tandis que je gisais là sur le sol cette nuit-là, le goût cuivré du sang emplissant ma bouche. Mon esprit me trahit en me ramenant en arrière, vers les années où mon monde se sentait encore sûr. La douleur a une façon de remuer les souvenirs. Je revis mon père, non en uniforme cette fois, mais agenouillé sur le tapis du salon, tenant un petit drapeau tandis que je bafouillais les paroles de l'hymne national. Il riait doucement quand j'oubliais une ligne, puis recommençait, me guidant de sa voix forte et stable. Il était un vétéran de la Navy, sévère avec lui-même, mais infiniment doux avec moi. Je pensais que cette stabilité durerait pour toujours, mais l'éternité s'acheva quand j'avais 8 ans. Une crise cardiaque soudaine l'emporta au milieu d'un quart de nuit tardif, et juste comme ça, l'homme qui m'avait appris à être courageuse disparut. La maison devint silencieuse, dépouillée de son rire et de la sécurité qui l'accompagnait. Ma mère, Margaret, essaya d'être les 2 parents à la fois, mais je voyais les fissures dans son esprit. Elle passa de chanter dans la cuisine à s'asseoir seule la nuit, fixant les factures, ses mains tremblant quand elle pensait que je ne regardais pas. C'est pendant ces années fragiles que Richard apparut, un ancien officier de logistique, grand et imposant, le genre d'homme que les gens remarquent quand il entre dans une pièce. Il apportait avec lui la confiance de quelqu'un qui prétendait comprendre l'ordre et la discipline. Pour ma mère, encore en deuil et désespérée de stabilité, il dut sembler un sauvetage. Pour moi, c'était un étranger qui s'installa trop vite dans nos vies. Je n'oublierai jamais ce premier dîner.
Richard arriva avec un bouquet de lys pour ma mère, du genre qu'elle n'avait pas reçu depuis des années. Pour moi, il apporta un ours en peluche vêtu d'une tenue miniature de camouflage. Le visage de ma mère s'illumina d'une façon que je n'avais pas vue depuis la mort de mon père, ses joues rougissant de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Je me souviens de la voir regarder sourire, rayonnante et vivante à nouveau, et de savoir que j'aurais dû me sentir heureuse. Au lieu de cela, je sentis un nœud froid dans ma poitrine. Cet ours resta sur mon étagère pendant des années, me fixant de ses yeux cousus, un rappel que quelqu'un de nouveau avait pénétré l'espace où vivaient encore les souvenirs de mon père. Même enfant, je sentais que ce cadeau n'était pas pour moi. C'était pour conquérir du terrain, planter un drapeau dans le deuil tranquille de notre maison, et bien que ma mère l'ait accueilli à bras ouverts, je sus alors, d'une façon que les mots ne pouvaient pas encore expliquer, que la lumière dans notre maison avait changé, elle ne brillerait plus jamais de la même manière. C'est étrange comme fonctionne la mémoire. Cette nuit-là, sur le sol de mon appartement, avec les poings de Richard s'abattant comme des marteaux, je continuais à voir la version antérieure de lui, celle que le monde voyait, celle en laquelle ma mère croyait. Après la mort de mon père, Richard était entré dans nos vies, enveloppé de politesse. Il racontait des histoires de guerre à table, des histoires polies et lisses, jamais trop sombres, toujours juste assez pour impressionner. Il se tenait droit, toujours en chemise repassée, sa voix calme et mesurée. Quand il nous fit déménager dans sa spacieuse maison dans le New Jersey, ma mère appela cela une bénédiction. Pour les voisins, il était le gentleman parfait. Pour ma mère, il était la sécurité après des années de lutte. Mais lentement, le masque glissa. Cela commença par de petites choses. Des questions sur qui ma mère passait ses après-midi avec, des remarques sur ses vêtements, des commentaires déguisés en inquiétude. Puis il suggéra qu'elle ferme son compte bancaire, disant que les familles devaient tout partager. Je la vis abandonner son indépendance sans presque protester. Son charme avec les autres ne faiblit jamais. Mais à l'intérieur des murs de cette maison, il imposait les règles et réécrivait chaque partie de nos vies. La femme qui fredonnait autrefois en cuisinant ne chantait plus. Le rouge à lèvres rouge qu'elle portait les dimanches disparut au fond d'un tiroir. Elle marchait plus doucement, comme si même le bruit de ses pas avait besoin de permission. Je vis ses amis s'effacer de notre porte un par un, jusqu'à ce que le téléphone cesse de sonner tout à fait. J'appris à mesurer l'humeur de la maison par le silence qui planait dans l'air. Une nuit, quand j'avais 14 ans, je compris pleinement ce qui vivait sous la surface calme de Richard. Ma mère avait acheté une simple robe, bon marché, rien d'extravagant. Elle l'enfila pour entrer dans la salle à manger, souriant timidement, et pendant un moment, je vis un aperçu de la femme qu'elle avait été. L'expression de Richard se durcit, sans avertissement. Il lança son assiette contre le mur, la sauce coulant comme du sang sur le papier peint pâle. Il rugit qu'elle était irresponsable, gaspilleuse, ingrate. Ma mère se recroquevilla devant lui, balbutiant des excuses. Promettant de retourner la robe, je restai figée, fixant la médaille qui était tombée de la cheminée dans le chaos. Une médaille de la Navy qui avait appartenu à mon père. Richard la ramassa, ricana et la jeta au sol. Sa voix était froide. Définitif. Je suis le seul homme dans cette maison maintenant. C'est à cet instant, en regardant ma mère baisser la tête en silence et la médaille de mon père gisant ternie sur le tapis, que je réalisais que Richard n'était pas un protecteur. Il était un conquérant, et notre maison était son territoire. Le masque s'était brisé, et les yeux qui me fusillaient à travers la pièce n'étaient pas ceux d'un homme, c'étaient les yeux d'un prédateur. La nuit où Richard jeta la médaille de mon père au sol marqua un tournant en moi. Je réalisais alors qu'attendre que les choses reviennent à la normale était un fantasme. La normale avait disparu, enterrée avec mon père. À partir de cette nuit, je compris que si je voulais de l'air pour respirer, je devrais le conquérir moi-même. Le lycée devint mon champ de bataille. Tandis que les autres enfants traînaient dans les couloirs ou riaient à la cafétéria, je me plongeais dans le programme ROTC Junior, marchant au drill à l'aube, faisant des pompes interminables, courant jusqu'à ce que mes poumons brûlent. J'accueillais tout cela. La douleur dans mes muscles était plus propre que la souffrance de la maison. La sueur noyait l'écho de la voix de Richard. La discipline devint un bouclier que je pouvais brandir, un rythme qui repoussait l'obscurité de ma maison plus loin. Ne serait-ce que pour quelques heures. C'est pendant ces années que je rencontrai Naomi Parker. Elle était vive d'esprit, tranchante comme du verre, le genre de fille qui voyait à travers les façades d'un seul regard. Elle me demanda une fois pourquoi je ne l'invitais jamais chez moi. Je ris pour éluder
Mais elle n'y crut pas. Un soir, après l'entraînement, je laissai échapper la vérité. Pas tout le poids de celle-ci, je n'en étais pas capable. Mais assez pour qu'elle voie les contours de ma prison. Elle ne jugea jamais, ne plaignit jamais. Elle devint simplement la seule personne autour de qui je pouvais expirer. Parfois, c'est tout ce dont la survie a vraiment besoin. Un témoin qui sait que vous n'êtes pas fou, qui vous croit. À la maison, les ombres s'épaississaient. Ma mère était devenue un fantôme dans son propre corps. Elle se déplaçait doucement, parlait peu, toujours les yeux baissés. Quand je la suppliais de se défendre, elle murmurait seulement « Tu ne comprends pas les hommes militaires? Emily, il est strict, mais il nous aime. C'est comme ça qu'ils sont. » Chaque fois qu'elle le disait, je sentais quelque chose en moi se briser. Elle appelait cela de l'amour, mais je savais mieux. C'était de la peur portant un masque trop lourd à enlever. Alors je construisis mon propre vœu en silence. Je me promis que dès que je pourrais partir, je ne reviendrai jamais. Je ne disparaîtrai pas comme ma mère l'avait fait. Je ne laisserai pas les règles de Richard devenir la définition de la famille. Mon évasion n'allait pas être bruyante ou dramatique. Elle allait être stable, disciplinée, inévitable. Chaque pompe, chaque kilomètre, chaque drill était un pas vers la liberté. Et dans le silence de ma chambre la nuit, avec l'ours en peluche en uniforme, me fixant du haut de l'étagère, je murmurais une seule promesse. Je m'en sortirai. Je ne le laisserai jamais gagner. Quitter cette maison fut comme sortir d'une grotte après des années à respirer de l'air vicié. Quand ma lettre d'acceptation de West Point arriva, je fis mon sac en silence, ne me faisant pas confiance pour parler. Le matin où je partis, Richard leva à peine les yeux de son journal. Ma mère me serra fort, ses bras tremblants, murmurant des mots que je ne pus tout à fait retenir. Je me dis que j'étais libre, mais la liberté est plus compliquée que la distance. À l'académie, la discipline devint autre chose. Non plus un bouclier, mais un chemin vers l'avant. Je me plongeais dans chaque drill, chaque exercice de terrain, chaque session d'études tardives, jusqu'à ce que l'épuisement soit la seule façon que je connaisse pour me reposer. Des années plus tard, j'ai changé les grilles des cadets pour les verts de l'armée et devint médecin de combat. L'Afghanistan m'a pris le genre de leçon qu'aucune salle de classe ne pouvait. Je maintenais la pression sur des blessures, tandis que des mortiers tombaient assez près pour secouer le sol. Je traînais des soldats plus lourds que moi à travers la poussière et le sang, recousais de la chair déchirée avec des mains tremblantes qui n'avaient pas le temps d'hésiter. Là-bas, la survie se mesurait en secondes et parfois en miracles. C'est dans ce désert que je rencontrai le lieutenant Sarah Mitchell, à la langue acérée, intrépide, le genre de médecin qui riait face au chaos. Elle devint mon ancre dans la tempête. Et puis, il y avait le capitaine James Walker des forces spéciales. Il se portait avec une force tranquille, une stabilité qui me rappelait mon père. Au fil des mois de mission et de nuits sous un ciel étranger, je me permis de croire que je pouvais ressentir plus que la simple survie. Mais même à l'autre bout du monde, le fantôme me suivait. Chaque appel à la maison portait le même tremblement dans la voix de ma mère. Elle insistait qu'elle allait bien, mais les pauses entre ses mots disaient le contraire. Le silence a un poids, et le sien pesait lourd à travers chaque ligne parasitée. Je ne pouvais pas le supporter. Alors, je lui envoyai des brochures d'un centre de soutien pour épouses militaires, des numéros qu'elle pouvait appeler, des endroits sûrs où elle pouvait aller. Richard les trouva. Sa rage voyagea plus vite que n'importe quelle balle. Une nuit, mon téléphone vibra avec un message de lui. « Reste en dehors de ma maison, si tu interfères encore. Je ne m'occuperai pas seulement d'elle, je viendrai pour toi aussi. » En lisant ces mots dans une tente poussiéreuse éclairée par une seule lanterne, je sentis la guerre changer. Elle n'était plus seulement outre-mer. Elle m'avait suivi, griffant à travers les océans, me rappelant que certaines batailles ne s'arrêtent pas quand on quitte la maison, certaines ombres traversent les frontières, attendant le jour où l'on est forcé de les affronter de front. La menace dans le message de Richard persistait au fond de mon esprit, comme le bourdonnement constant d'un moteur qu'on ne peut éteindre. J'essayais de m'enterrer dans le travail et le chaos du terrain, mais certaines nuits, le silence du désert ne faisait qu'amplifier son ombre. Puis vint l'appel, celui qui me brisa plus que n'importe quelle blessure que j'avais traitée sur le champ de bataille. C'était tard, le camp silencieux, sauf pour le grondement distant des générateurs. Mon téléphone satellite vibra. Quand je répondis, je n'entendis d'abord que du vent et une voix tremblante. « Emily » murmura ma mère comme si quelqu'un pouvait écouter. « Il sait. Il a détruit le téléphone de la maison. Il a dit que si tu tends la main encore, il te tuera. »
J'appuyai le récepteur si fort que mes jointures blanchirent. Ma voix se brisa tandis que je suppliais. Maman, écoute-moi, viens à la base. J'arrangerai l'autorisation. Tu seras en sécurité ici. Je te protégerai. Son souffle trembla à l'autre bout. Je pouvais presque la voir debout à un coin de rue sombre près d'un téléphone public, regardant par-dessus son épaule. Non, bébé, dit-elle, sa voix se brisant comme du verre fin. Tu ne comprends pas. Il nous trouve toujours. Toujours. Tu dois vivre. Emily, juste toi. C'est assez pour moi. Et puis elle disparut. La ligne devint muette, ne laissant que le statique creux d'un monde qui avait fermé ses portes. Je restai assise là dans l'attente, fixant les ombres sur les murs de toile, me sentant comme la petite fille serrant un ours en peluche à nouveau, impuissante, invisible. Mais l'entraînement ne permet pas de s'attarder sur l'impuissance longtemps. Le lendemain matin, je cherchais le major David Harris, notre officier du juge-avocat général. C'était un homme qui mesurait ses mots, le genre dont le calme vous fait croire aux règles, même quand le chaos règne. Je lui racontai tout, l'appel de ma mère, les menaces de Richard, l'histoire qui m'avait traquée à travers les continents. Sa mâchoire se serra, mais ses yeux restèrent stables. Il promit d'examiner ce qui pouvait être fait légalement, bien qu'il admît que la portée de la loi militaire avait des limites quand il s'agissait d'un beau-père civil aux États-Unis. Plus tard dans l'attente, je trouvai Sarah. Elle écouta sans interruption, puis agrippa mon épaule avec le genre de force qui disait qu'elle avait déjà décidé. Si Richard venait, elle se mettrait en travers aussi. Cette nuit-là, je restais éveillée sous les étoiles étrangères, réalisant la vérité cruelle. L'espoir avait scintillé un moment seulement pour être éteint par la peur de ma mère. Mais la peur coupe dans les deux sens. Richard pensait l'avoir réduite au silence. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ces mots avaient allumé autre chose en moi, un refus de rester sa prisonnière, même à l'autre bout du monde. La nuit se termina avec des lumières rouges et bleues clignotant contre les fenêtres trempées de pluie de mes quartiers, le bruit de bottes martelant le couloir et les mains de Richard enfin arrachées de moi. Il criait encore quand ils le traînèrent dehors, crachant encore sa rage, même tandis que les menottes mordaient ses poignets. L'air puait l'alcool et le fer, mon sang sur sa peau. Je m'assis contre le mur, la poitrine haletante, les côtes douloureuses à chaque respiration, et regardais la tempête dans notre maison, enfin se briser. Mais ce qui me frappa le plus n'était pas sa capture, c'était ma mère. Margaret se tenait figée dans le coin, le mascara coulant sur ses joues, son corps tremblant. Elle n'avait pas levé la main pour l'arrêter. Même quand les MP poussèrent Richard dans le couloir, elle serra son châle plus fort autour de ses épaules, les yeux fixés au sol, et quand ils lui demandèrent de témoigner, de confirmer ce qui venait de se passer, elle secoua lentement la tête. « C'est encore mon mari ?» murmura-t-elle. Il ne le pensait pas. Ces mots me transpercèrent plus profondément que n'importe quel coup de Richard. Pendant des années, je m'étais dit qu'elle était une victime comme moi, piégée, impuissante. Mais à cet instant, je vis quelque chose de plus dur à accepter. Elle avait choisi le silence, elle avait choisi lui, et peut-être le choisirait-elle toujours. À l'hôpital, tandis qu'il recousait la coupure au-dessus de mon sourcil et bandait de mes côtes. James arriva directement du déploiement. Il se tint à mon chevet, la fureur et le chagrin se battant dans ses yeux, sa main serrant la mienne si fort que je sentis le tremblement dans ses os. « Jamais plus », dit-il d'une voix basse mais stable. « Il ne te touchera plus jamais ?» Le major Harris visita le lendemain avec un dossier épais de rapports. L'arrestation de Richard n'était pas seulement pour une nuit, elle ouvrait un dossier, longtemps ignoré, des accusations enterrées, des plaintes réduites au silence. Cette fois, le système ne détournerait pas le regard. Pour une fois, la loi portait un poids plus lourd que les poings de Richard. Et pourtant, sous le soulagement, je pleurais. Pas pour Richard, il n'était plus qu'une ombre maintenant, mais pour ma mère, qui avait passé sa vie entière dans ce coin, confondant la soumission avec la survie. Je réalisais alors que la sauver n'avait jamais été en mon pouvoir. Ce que je pouvais sauver, c'était moi-même. Quand je sortis de cet hôpital des jours plus tard, l'uniforme impeccable malgré les bandages dessous, l'air semblait différent. Je n'étais plus l'enfant qui murmurait des promesses dans le noir. J'étais une soldate qui avait survécu à 2 champs de bataille, étranger et domestique. Et tandis que le drapeau dehors, la base, claquait au vent, je compris la vérité vers laquelle j'avais couru toute ma vie. La liberté n'était jamais donnée, elle était revendiquée. La première chose que je sentis en me réveillant à l'hôpital militaire
n'étaient pas les bandages ou la douleur dans mes côtes. C'était la main de James enveloppant la mienne, stable et chaude. De l'autre côté du lit se tenait Sarah, les bras croisés, ses yeux acérés plus doux que je ne les avais jamais vus. Et à côté d'elle, le major Harris, tenant un dossier qui semblait porter le poids de tout ce que j'avais lutté pour garder enterré. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentis pas seule. Quand ma mère entra dans la chambre, je me préparais au silence. Au lieu de cela, ses épaules tremblèrent et ses mots jaillirent comme un barrage enfin rompu. Elle admit ce que je savais et pourtant avait besoin d'entendre. 15 ans de bleu, de peur et de choix faits au nom de ma protection. Elle croyait que si elle restait silencieuse, portait le poids elle-même, la rage de Richard m'épargnerait. Mais son silence ne m'avait pas sauvée. Il m'avait seulement entraînée plus profondément dans le feu, les larmes brouillaient son visage. Mais cette fois, elle ne détourna pas le regard. La salle d'audience était plus froide que n'importe quelle tente dans laquelle j'avais dormi outre-mer. Richard apparut poli dans un costume élégant, comme si la civilité elle-même pouvait effacer ce qu'il avait fait. Il me dépeignit comme instable, m'accusa d'exagération, de trahison, mais les preuves accumulées contre lui formaient une forteresse. Le signal SOS de ma radio, les dossiers médicaux documentant chaque fracture, le témoignage de ma mère, tout cela formait un mur que ces mensonges ne pouvaient escalader. Quand le juge lut la sentence, 20 ans en prison fédérale avec ses honneurs militaires révoqués, le masque de Richard craqua enfin. Je vis non un commandant, pas même un homme, mais la fureur creuse de quelqu'un qui avait perdu le contrôle pour la dernière fois. De ces décombres, je choisis de construire. Aux côtés de Sarah, je fondai Valor Shield, une organisation dédiée à connecter les membres du service et les familles vivant sous l'ombre de la violence domestique. James prit en charge la logistique, s'assurant que personne qui tendait la main ne fasse face au silence à l'autre bout de la ligne. Et ma mère, hésitante mais déterminée, commença à faire du bénévolat à l'hôpital des vétérans, sa voix revenant lentement. La première fois qu'elle chanta l'hymne national lors d'un défilé, sa voix forte et claire, je sentis un cercle se refermer. Des mois plus tard, debout devant une salle de médecins militaires et de cadets, je prononçais des mots que je n'avais jamais pensé dire à voix haute. Le silence n'a jamais protégé personne. Nous ne sommes en sécurité que quand nous avons le courage de dire la vérité. Les applaudissements montèrent, mais je n'en avais pas besoin. Ce qui comptait, c'était le calme en moi. La connaissance que la guerre que j'avais portée pendant des décennies n'était plus la mienne seule. J'avais parlé, et dans cette vérité, j'avais enfin revendiqué ma liberté. Si cette histoire vous a touché, j'adorerais entendre vos pensées. Partagez comment elle vous a fait sentir dans les commentaires. Et dites-nous d'où dans le monde vous regardez. Vos mots et votre présence signifient plus que vous ne le savez. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner à Rêve de vengeance pour ne pas manquer la prochaine histoire qui pourrait parler directement à votre cœur.